Bonsoir à tous. Je vais clore la session. Je vais vous parler, donc je m'appelle Benjamin et je suis chez Combo depuis 6 mois à peu près en tant que Principal Engineer. Je vais vous raconter notre histoire avec Sorbet. Je vais pas du tout, je vais revenir rapidement sur les différents points. Je vais vous montrer le plan, s'il te plaît. Donc en gros, brief summary, donc résumé rapide, ce que c'est Sorbet, à quoi ça sert. Mais c'est histoire de rafraîchir la mémoire ou de le présenter succinctement. Ensuite, je vais parler du setup et des soucis qu'on a eu avec. Et pour finir, je vais parler des questions d'adoption au sein de l'équipe. Alors clairement, le talk ne parlera pas de Sorbet en lui-même, de toutes ses features qui sont très riches. Et il y aura quelques exemples, mais voilà, ce n'est pas un talk sur Sorbet et tout son incroyable écosystème. Donc, s'il te plaît. Ouais, donc la quick intro, donc la suivante encore. Les fondamentaux, donc Sorbet, ça a été créé par Stripe, ça fait maintenant quelques années. C'est un outil qui vous permet d'utiliser du typage de façon statique, donc via un analyseur de code, et de façon dynamique. Donc au moment de l'exécution, il y a un sorbet runner qui vient vérifier que les définitions les signatures de vos méthodes reçoivent bien le type de paramètres qui est attendu, retournent bien le type de paramètres qui est prévu également. Il y a des plugins qui existent pour la plupart des IDE. Et l'idée, c'est que ce soit graduel, c'est que l'adoption soit simple. On n'a pas besoin d'avoir tout typé pour se lancer. On peut commencer petit à petit. La suivante, please. Donc l'autocomplétion, on voit vraiment super mal, mais ça fait partie des petits bonheurs que j'ai découvert au départ avec TypeScript, par exemple, où on a l'autocomplétion qui est vraiment agréable. Donc vous commencez à taper, Sorbet vous propose les différentes méthodes, vous donne, donc on a les méthodes qui sont récapitulées là. Sur le côté, on a les signatures et ce que ça retourne également. Donc c'est confortable. On n'a pas attendu Sorbet pour faire du Ruby. J'ai bien aimé d'ailleurs l'avis de Mats sur le sujet au dernier Ruco, où il expliquait que ça ne doit pas devenir un critère de qualité. C'est pas parce que tel gem, tel code n'utilise pas Sorbet qu'il est plus ou moins bien. Mais c'est un peu dans la mouvance actuelle et c'est quelque chose qui nous aide en tout cas. C'est pour ça qu'on l'a adopté. Donc les static checks, donc, en gros ça se passe au niveau de l'éditeur. Donc on peut voir la première ligne ici, soulignée en rouge, c'est la signature. Donc la méthode ne prend pas de paramètres, donc on a juste ce qu'elle retourne. Et on voit qu'elle va retourner un hash dont les clés seront un entier et les valeurs, un objet Active Record qui s'appelle une membership. Et on voit tout en dessous qu'en fait on retourne membership.active. Donc Sorbet dit ça va pas du tout, tu m'as vendu quelque chose et tu m'envoies quelque chose d'autre. Donc tout le carré jaune là, c'est Sorbet qui, au travers de l'IDE, fait passer le message qu'il y a un problème. Et donc en fait il dit voilà, tu m'as vendu ça. J'attends une membership private, tu me retournes une membership private relation, c'est la façon de Sorbet d'interpréter le résultat d'un scope, alors que tu m'avais vendu initialement un hash avec clé à valeur. Donc ça, c'est le genre de retour qu'on a dans l'éditeur. Les runtime checks, alors ça, c'est une version log. Je discuterai par la suite de comment on peut paramétrer ça. Au tout départ, spoiler, on n'avait rien configuré de spécial et Sorbet, quand on ne lui dit rien par défaut, il hurle en production. Hurler égale exception, ce qui n'était pas forcément idéal, surtout dans les early stages d'adoption. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc là, on a pris l'option log pour avoir les différents warnings. Ensuite,
Là, on a ajouté sorbet dans le CI également. Donc, c'est une simple commande. Enfin, voilà, ça fait partie des différents steps, le lint, le sorbet, etc., etc. Alors, le setup. Le setup, il a été un peu compliqué. Euh, Pourquoi parce qu'en fait, il s'est avéré que malgré Docker, malgré le fait qu'on ait tous quasiment des Mac, en fait, on se rend compte que quand il y a des binaires, qu'on a besoin de binaires à l'intérieur d'une appraise, c'est vite compliqué. C'est vite très compliqué. Et donc le gem, il vient avec plein de versions de binaires, et donc il est fait pour. Mais il s'avère que Bundler a un gem un bug qui est connu. Et donc ça a commencé à exploser chez à peu près tous les devs après que le push ait été fait sur Develop. Et, enfin, moi, j'étais très content, hein, sur mon ordi, ça marchait très bien. Et ensuite, c'était la catastrophe chez tout le monde. Et voilà, ça nous a occupé sur Slack quelques journées. Alors, le workaround. Alors déjà, je trouve ça assez cool, mais je sais pas, on ne le voit pas très bien. Mais en gros, on voit que la ligne de plateforme a été ajoutée il y a 8 ans à peu près, initial setup, par le CEO. Et je trouve ça plutôt classe. Cela dit, donc on a toutes les plateformes qui sont là, et donc là vous pouvez voir les différentes machines qu'on a chez Combo. Et l'idée, le workaround, c'est de dire ok, je vais dans mon gemfile.loc, ça, je sélectionne tout, j'efface, je bundle, ça marche, et là on est content. Ensuite on undo surtout, et on rebundle et ça marche. Voilà. Donc c'est chiant, clairement. Mais enfin, l'équipe de Bundler le sait, ils ont fait plusieurs releases récentes pour essayer de résoudre ce problème. Bon, enfin, c'est dans les tuyaux, quoi. Ensuite, donc, il y a tout un écosystème autour de Sorbet. Euh, il y a Rails Sorbet qui est sorti, qui n'est pas la version recommandée par l'équipe de Sorbet. Enfin, ce qu'ils recommandent, c'est un outil qui est fait par Shopify et qui s'appelle Tapioca. Tapioca permet de faire globalement deux choses. La première, c'est étant donné que vous êtes dans une app Rails et que Tapioca connaît les DSL de Rails, vous avez vos modèles et il dit ok, bon bah il y a des relations, je sais comment ça marche, il y a la table, je sais comment ça marche. Et donc le Tapioca DSL, il va se dire, grâce à sa logique et sa connaissance de Rails et en lisant vos modèles, il va pouvoir générer plein de fichiers signatures que vous pourrez utiliser directement. Donc sans avoir à taper vous-même les signatures de vos modèles, vous aurez quasiment tout le contenu à l'intérieur dans des fichiers séparés RBI. Alors si vous voulez absolument être top committer, je vous conseille de faire ça parce que ça rajoute un nombre de fichiers et de lignes incroyables. Enfin, ouais, bon. À côté de ça, il y a Tapioca Gems. Donc encore une fois, c'est une ligne de commande. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de gems et il y a un répertoire central où les gems qui n'ont pas encore de signature ont des signatures réalisées par la communauté, donc ça, en mode fichier RBI. Donc ça me permet de rappeler, enfin, vous rappeler non parce que je ne l'ai pas dit, mais en gros, nous, on utilise en inline à l'intérieur de nos fichiers toutes les méthodes sorbet pour faire nos signatures, mais il y a également ce format de signature, les fichiers RBI qui sont des fichiers séparés. Suivante, please. Alors, il se trouve que Sorbet ne peut pas deviner comment tout fonctionne, et parfois, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, enfin, on a eu besoin de lui dire ok, t'inquiète pas, enfin, j'ai appelé le fichier known constants parce que c'est des constantes qu'on connaît. En gros, il y a une commande qui permet de demander à Sorbet ok, to do, qu'est-ce que tu connais pas? Il fait une liste. Et ensuite, bah, à nous d'arbitrer. Est-ce que c'est normal qu'ils ne connaissent pas? Est-ce que c'est pas normal? Quand c'est normal, on peut le mettre dans un fichier RBI à part. Souvent, enfin, idéalement, en expliquant pourquoi on est obligé de faire des exceptions, parce que c'est quand même assez curieux.
Toujours est-il que c'est une solution intelligible et finalement, somme toute logique, Sorbet ne peut pas tout deviner. Alors, on revient sur la question dont je parlais tout à l'heure. Donc, les checks au runtime, donc je disais, c'est le code est exécuté en prod et les checks se font un peu partout là où les fichiers sont typés. Il y a deux types de choses qui sont importantes. Il y a les call validations, donc en gros, c'est je vais vérifier que vous avez passé les bons paramètres et que vous retournez ce que vous avez prévu. Ça, c'est ça. Et le deuxième, c'est les inline type errors. En gros, c'est des options de syntaxe Sorbet, c'est pour typer à la volée à l'intérieur de méthodes. Donc, c'est deux choses différentes. Toujours est-il que, comme je disais, on n'a pas envie que ça explose en production. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a logué les messages afin de pouvoir les consulter, histoire de savoir ce qui se passe exactement. Idéalement, voilà, c'était du nil à la place de booléen. Donc, c'est un classique. Souvent, on s'en accommode avec plaisir. D'ailleurs, dans Rails, le nil est falsy, donc ça fonctionne. Mais quand on veut typer, c'est incorrect. Donc, Sorbet est là pour nous le dire. Dans notre processus de dev, et donc dans le processus d'adoption, en fait, Sorbet, il va lire les différents fichiers, il va dire, OK, là, on passe tel argument, tel type, et il vérifie tout. Cela dit, ça pose problème, notamment dans les specs. Parce que si vous passez un fichier en argument, un stub, un double, tous ces trucs qui sont super pratiques pour écrire des tests vachement rapidement et dont il n'est franchement pas question de se passer. Au final, Sorbet, il va regarder l'objet, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je la fais courte, mais ça va faire exploser Sorbet qui va dire il y a un problème, je ne comprends pas, ça ne respecte pas le contrat. Globalement, ça revient à ça. Donc, on a pris le parti de ne pas typer les fichiers de spec. Donc, il y a un commentaire typed false. Donc, il y a différents types de typage. J'en parlerai tout à l'heure. Et l'idée, c'est que voilà, si on utilise des doubles ou ce genre de choses, autant faire simple, conserver. C'est toujours un arbitrage, mais on veut conserver un flow d'écriture de tests rapide. Et étant donné qu'on a de toute façon le static typing et d'autre part en dev le runtime qui permet d'avoir du retour, c'est un bon compromis. Alors l'adoption. Suivante, s'il te plaît. Donc, ce que je disais, c'est que... Rien cassé. Merci. Ouais, donc ce que je disais, c'est que c'est graduel. Et donc on a un outil qui s'appelle Spoom, donc ça fait partie encore de l'écosystème qui est conseillé et qui permet de faire un snapshot intervalle régulier ouais, c'était un peu le bruit qu'on a fait il y a 2 minutes. Donc de toutes les classes en gros. Donc chaque point c'est un fichier. Et donc les verts, c'est des fichiers qui sont typés, les rouges, ils ne sont pas typés. Et ouais, c'est graduel. Donc ça viendra. Hein. Mais on n'y est pas, on sait qu'on n'y est pas, mais le but c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est pas un drame. Voilà, ça va venir. C'est un peu comme la première fois qu'on fait un Rubocop. Est-ce qu'on se dit, vas-y, autocorrect tout, et puis espérons que ça passe, ou est-ce qu'on fait petit à petit? C'est le même genre de compromis, quoi. Suivante, please. Oui, donc on a plusieurs types de typage. Donc ignorer, il ne se passe rien. Entre le false et l'ignore, je ne sais plus exactement quelle est la différence. J'aurais dû reprendre toutes les définitions. Si vous me posez une question, je suis mort. Mais en gros, type true, c'est un bon compromis dans la mesure où il n'impose pas de typer tout. Il ne vérifie pas l'intégralité du fichier
mais globalement, c'est le good enough. C'est suffisant, j'arrive à comprendre. Tout n'est pas parfait, mais ce que tu m'as donné, les informations qui sont mises à ma disposition sont intelligibles et je peux m'en servir. Voilà. Et si on est super hardcore, il y a le strong, mais j'ai essayé le strict, j'ai réussi sur quelques fichiers. Le strong, je me suis dit que c'était peine perdue. Et encore une fois, la valeur ajoutée n'est pas évidente, donc je pense que c'est pas nécessaire. Suivante, please, oui. Alors, le nil. Alors, c'est l'éternel problème dans nos apps, partout. Ça, c'est une définition qui est autogénérée par Sorbet, par Tapioca, en l'occurrence. Donc, il fait le fichier RBI à partir des modèles. Il dit, OK, ton modèle, il aura un ID et il va retourner un entier qui est nilable. Alors, c'est embêtant parce que c'est vrai, parce que tant que le modèle n'est pas persisté, il est nul. Mais les 3/4 du temps, quand on appelle un ID sur un modèle, il est déjà en DB et donc on s'attend à avoir quelque chose et c'est embêtant d'avoir ce nilable. Alors il y a plein de tooling dans Sorbet qui lui dit OK, alors je sais, il est peut-être nilable, mais je sais qu'il est là, promis. Ça fait partie des runtime, le t.must. C'est je veux que ça, ce soit un entier. Donc en gros, ça prend la signature de la méthode et ça enlève la première partie. Donc ça garantit qu'il y aura le check au runtime, que la valeur n'est pas nulle. Alors encore une fois, si vous n'avez rien configuré, ça va raise une exception. Et si vous avez configuré le logger, ça fera que loguer. Voilà, le compromis est à décider dans vos équipes. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on est obligé de commencer à introduire lorsqu'on type avec Sorbet. Suivante, please. Oui, alors là, on voit une signature intéressante. On a une méthode qui prend un bloc. Un bloc, c'est un t.proc qui prend des paramètres et qui renvoie rien qui nous intéresse. En gros, quand on dit void, en Ruby, on sait toujours qu'il y a une return value, mais void, ça permet de signaler tant au lecteur qu'au process Sorbet que la return value ne nous intéresse pas. On ne va pas l'assigner nulle part. Ce qui se passe, c'est que on adore Rails, on adore sa flexibilité. Et par exemple, lorsqu'on fait un select et qu'on rajoute une propriété dans un modèle, on a envie de pouvoir l'utiliser, on n'a pas envie de devoir se dire ouais, alors faut que je mette dans une autre classe, etc. etc. Et donc, c'est pas l'idéal, mais encore une fois, ça fait partie des compromis. Il y a une méthode qui s'appelle unsafe à Sorbet, et là, en gros, c'est sorry. Mais bon, ça existe, j'ai envie de faire ce que je veux, quoi. Donc, en gros, ça dit ce que je passe à unsafe, c'est plus typé, donc je peux faire ce que je veux avec. Oui. Tapioca, il se base sur la table pour chercher ce qu'il y a dans tes modèles, et donc il va se baser sur les colonnes de ta table pour dire. Ouais. Exactement. Et en fait, Tapioca, il va lancer l'appraise va se connecter à la DB va lire les colonnes, et donc Tapioca peut hook in et... Ouais. Voilà, donc on a eu le must tout à l'heure, là on a le unsafe, donc c'est des outils, on est obligé d'en passer par là dans certains cas, c'est pas idéal, mais c'est un moindre mal. Suivante, ouais. Alors, verbosity. Alors, dans Ruby, on peut faire un attribute reader et puis on liste quoi. Account, location, team ID, start date. Si on veut typer, on ne peut plus le faire. Voilà. Donc là, encore une fois, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Il y a pas de, je vois pas d'alternative. J'ai un collègue qui s'est mis en tête de faire un méta truc pour dire à Sorbet des choses.
Ouais. Je ne suis pas persuadé qu'on gagne vachement en lisibilité après. Euh, Enfin, je pense que c'est pas plus mal de garder les choses simples et au final, quand on lit ça, on le comprend. Donc, même si ça fait plus à taper, on a les bénéfices ensuite en aval. Donc, enfin, voilà. Encore une fois, si on veut typer, il faut typer. Il n'y a pas de secret. Suivante, ouais. Donc, les ressources. Ah oui, Rule of Thumb. C'est un exercice qu'on a fait pas mal et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, l'exemple est là, mais c'est plus le principe que j'ai trouvé intéressant. En gros, avec un collègue, on s'est dit on va typer ce fichier, toutes ces méthodes, ok, enfin, exercice a priori simple. Et il y avait une méthode, on n'arrivait pas à la typer. Et on se disait mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il râle en gros, c'est tout bête. Hein, je prends des dates et puis je rajoute je rajoute un nombre de jours. Enfin, tel était le principe. Cela dit, enfin, donc, on trouve des hacks, des unsave, des trucs bien crado, et à la fin on se dit mais c'est pas normal, vraiment, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à typer. Est-ce qu'on fait pas n'importe quoi? Et en fait, il s'avère que clairement, si on rajoute une duration, en général c'est représenté par des secondes, mais qui n'est pas un modulo d'un nombre de jours et qu'on veut faire jour plus une duration qui est peut-être pas des jours, mais en fait c'est là le problème. Alors Ruby, enfin Rails râle pas, hein, mais Sorbet, lui, il râle. Et c'est vachement bien. Au final, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas renvoyer un active support duration avec un nombre de secondes aléatoire qui était peut-être ou peut-être pas un nombre de jours fixé. On voulait envoyer un entier qui dit, bah voilà, je veux décaler de tant de jours ou pas. Et après, on a des super méthodes qui sont fournies par Rails qui permettent de faire advance avec, advance avec un nombre de jours, plus ou moins. Et là, Sorbet est très content. Et donc, ce qu'on a déduit, c'est pas le seul exemple, c'est que quand on a vraiment du mal à typer, c'est pas Sorbet le problème. Les ressources de Sorbet sont vraiment super. La doc est géniale. On peut voir il y a énormément de richesses dans tout ce qu'on peut faire, que ce soit les classes abstraites, les interfaces, etc. etc. Enfin, c'est du beau boulot. Voilà, donc consultez-la. Enfin, si vous êtes curieux, il y a plein d'exemples, c'est super bien fait. Et suivante, ouais, question-réponse. Oui.